Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. Alors aujourd'hui, on va inaugurer un nouveau format qui s'intitule Behind the Chain, l'update. Alors l'objectif de cette nouvelle version de Behind the Chain, c'est de faire un point de passage, plutôt en format court, avec les premiers builders que j'ai pu recevoir dans le podcast maintenant il y a plus d'1 an. L'idée, c'est de faire un point avec eux sur ce qui s'est passé du coup dans le bear market depuis environ 1 an. Alors aujourd'hui, mon cobaye pour ce nouveau format s'appelle Daniel Villa Montero. Comment tu vas, Daniel? Bonjour Romain, écoute, je vais très très bien et comme tu le sais, je suis très très amateur des expérimentations et des aspects prototypes des choses, donc je suis très honoré d'initier le mouvement. Parfait, tu étais la personne idoine. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Daniel, ce qui s'est passé depuis le 3 juillet 2022, c'est-à-dire la sortie de ton épisode? Il s'est passé pas mal de choses parce que chez Alira, on s'ennuie pas. Pour celles et ceux à qui il faut rafraîchir la mémoire, je suis directeur pédagogique chez Alira, qui est un organisme de formation qui forme aux technologies blockchain. Donc plusieurs promotions ont eu l'occasion de passer sous le pont, l'eau a coulé sous les ponts entre notre dernier entretien. Pour être exact, il y en a 5 qui sont passés. La dernière qui est passée, c'est Buttering, du nom du créateur d'Ethereum. 40 projets ont pu être présentés. Sur la chaîne podcast, Twitch d'Alira, on a même pu présenter quelques-uns de ces très beaux projets présentés par les formateurs. Il y en a 4 de mémoire qui ont été mis en avant. Donc on va dire que Alira arrive à un certain âge de maturité. On a nos process qui sont enfin correctement finalisés et qui me portent leurs fruits. La prochaine rentrée, c'est le 25 septembre pour les formations blockchain un peu classiques, donc finance centralisée, consultant et développeur. Le 2 octobre, donc la semaine suivante, on a 3 petits nouveaux. On a lancé 3 nouvelles formations, 3 nouveaux parcours chez Alira. Un pour tokenomics, on aura l'occasion si tu veux d'en parler plus tard, qui est la science un peu obscure et arcanique en fait de la bonne santé d'un token et des configurations intelligentes et des distributions intelligentes à son lancement, ainsi que 2 autres formations qui sortent un peu de notre zone de confort, qui sont liées en fait à l'intelligence artificielle, donc du développement d'applications sur l'intelligence artificielle, aussi avec un petit bagage de compréhension blockchain, ainsi qu'une autre formation qui est pour les consultants intelligence artificielle pour pouvoir en fait lier toutes ces technologies-là aux usages qui sont existants et bien entendu c'est rejoindre l'écosystème blockchain d'Alira pour qu'en fait ces gens puissent avoir on va dire un profil un peu pluriel. Voilà tout ce que j'ai à dire de ce qui s'est passé entre temps. Voilà, et puis je reste en bonne santé et je suis toujours autour heureux de baigner dans cet écosystème. Bah écoute, excellent, merci beaucoup pour cet update. En tout cas, c'est définitivement plutôt un build market pour Alira plutôt qu'un bear market, puisque ça continue à builder fort. Et puis l'autre point, On c'est que je chôme pas. trouve, je trouve hyper intéressant que, voilà, que vous associez aussi l'IA dans vos formations, parce que beaucoup cherchent à opposer les 2 technologies. Je pense qu'elles sont complémentaires du moment voilà, qu'on les utilise à bon escient. Alors si tu viens aujourd'hui, Daniel, aussi, c'est parce que tu as une actualité bouillonnante, puisque tu viens de signer en fait une superbe réalisation qui est une bande dessinée qui s'intitule Alice au pays des cryptos. Mais avant que tu nous en parles, bien entendu, plus en détail, est-ce que tu pourrais revenir sur la genèse de cette justement bande dessinée? Et on parlait notamment en intro du podcast, voilà, de la fameuse étude Bitstamp qui a été pour toi finalement le révélateur et peut-être même l'élément déclencheur de cette bande dessinée. Ouais, en effet, effectivement, l'étude de Bipstamp, les liens seront en description du podcast, qui date de 2022, donc de l'année dernière, avec d'autres petits éléments qu'on aura l'occasion de parcourir. On va dire que c'est les gouttes qui font déborder un vase qui était déjà assez plein. Il s'avère que j'échange beaucoup avec des Anglais, avec des Espagnols, avec des Sud-Américains. J'ai fait mon lycée dans un des plus beaux lycées de France, qui est le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Et en fait,
toutes les communautés européennes étaient mélangées dans les classes. On avait même une section japonaise, c'est pour te dire, et les sections américaines aussi. Donc en fait, la majorité de mes potes de lycée ne sont pas français. Et souvent d'entre eux sont retournés au pays ou restent en contact étroit avec leur pays d'origine. Moi-même, je reste en contact étroit avec les Espagnols, parce que je suis d'origine de Madrid. Et en fait, j'ai très rapidement noté un écart assez effrayant quand on habite dans le pays des Lumières, entre la manière avec laquelle on aborde la blockchain, la montre cryptographique et même l'IA dans beaucoup de pays européens, dans les autres pays tout simplement, et comment on l'aborde en France. Et en fait, la France, ancien pays des Lumières, est un pays qui est quand même assez méfiant. Et on peut voir dans l'étude de Bimstorm, si vous prenez le temps de la regarder un tout petit peu, donc si vous êtes devant un ordinateur quand vous écoutez votre podcast, sinon vous pourrez le faire plus tard, mais en général, si vous êtes dans l'écosystème, vous sentez assez souvent cette ambiance-là. Si on va à la page 7 et on regarde par exemple la croyance dans les cryptos des retails qui ont été sondés par Bimstamp, on marque que la France est à peu près à 30%, le Japon est un peu au-dessus, alors que le Japon a connu des véritables traumatismes dans son histoire par rapport à Bitcoin. Puis après, c'est les Anglais qui sont déjà à 50%, la quasi-totalité des pays sont à 60%, et une grande partie d'entre eux dépassent les 75%, qui sont d'ailleurs en général des pays qui, pour une raison ou une autre, ont des problèmes inflationnistes assez forts au niveau de leur monnaie, donc on peut imaginer que c'est un déclencheur assez fort de la croyance dans l'écosystème crypto. Mais en l'occurrence, oui, ce que j'ai remarqué très rapidement en France, c'est qu'il y a une méfiance qui n'est pas due à de la raison, qui n'est pas due. Je pense pas qu'on est plus intelligent ou moins intelligent en France qu'ailleurs. C'est culturel. Quelque chose culturellement fait que la crypto, les bitcoins, c'est sale, c'est mal. Ce qui n'est pas l'opinion de 400 millions de personnes aujourd'hui qui en déteignent. 20% des gens à New York, une personne sur 5 à New York a de la crypto et trouve cela tout aussi intéressant que d'avoir des actions d'une autre entreprise. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de culpabilité à s'intéresser à un écosystème nouveau. Mais c'est quelque chose qu'en France qu'on a souvent. Et j'ai été contacté il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était en avril, par un de mes anciens apprenants que je salue, Michael Bobin, que je salue avec beaucoup, qui est maintenant un ami que j'estime beaucoup, qui m'a contacté parce qu'une maison d'édition très courageuse, que je me permets de saluer aujourd'hui, qui s'appelle l'édition des Faubourgs, qui aborde très souvent des sujets, on va dire un peu en marge de la société, des sujets un peu tabous, mais qui sont extrêmement importants, me contacte et dit voilà, on voudrait faire une BD sur l'écosystème crypto et la blockchain et Bitcoin parce qu'on pense que c'est intéressant. J'ai finalement dit oui parce qu'en tombant sur cette étude et en tombant sur d'autres schémas, je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas en France. On laisse les gens vivre dans un mirage d'inquiétude qui n'est pas partagé par le reste de la planète, je continue à le dire. Et il fallait que je trouve le bon médium pour m'adresser à ces personnes-là, pour leur expliquer en fait quels sont les enjeux, de quoi on parle, quel est le sujet. Et parce que en fait, on vit tous dans des quotidiens extrêmement compliqués, extrêmement des métro boulot dodo, et que apprendre est parfois quelque chose de fastidieux. J'ai décidé de me baser sur un concept qui est beaucoup plus simple, c'est que tout le monde aime les histoires. D'ailleurs, quand on rentre le soir et qu'on est épuisé, on lit des BD, on regarde des séries, on lit pas un livre pour étudier. La plupart du temps, on veut se détendre. Donc, j'ai décidé d'écrire cette histoire. J'ai décidé de donner ma pleine confiance à la maison d'édition et à Nicolas Ballas, qui est mon dessinateur, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément et pour lequel j'ai énormément d'estime et qui a donné vie à cette histoire. Et en l'occurrence, l'idée c'était ça, c'est de se dire, je vais vous raconter une histoire. C'est agréable à lire, que vous vous intéressiez à Bitcoin ou crypto, c'est pas grave. Et voilà. Et voilà, ça va sortir le 6 octobre. Je l'ai annoncé hier dans les réseaux sociaux, tu aurais dû me voir, Romain, j'en avais les larmes aux yeux. Je l'ai dans les mains actuellement, c'est pour moi l'accomplissement. Ça fait partie des petites checklists de la vie, tu vois. Tu te dis, j'ai marqué ma patte dans la littérature de l'histoire de l'humanité, et puis voilà. Effectivement, en tout cas, bravo d'être allé au bout de ce projet. J'imagine que voilà, c'est quelque chose de tenir dans les mains, voilà, quelque chose sur lequel on a travaillé pendant des mois. Alors peut-être si on revient un peu plus sur ce que tu nous disais à l'instant, en quoi justement la bande dessinée, est un média qui est, enfin peut-être pas un média, mais en tout cas un support, on va dire, qui est différenciant par rapport à l'offre qui existe déjà en termes d'acculturation, de vulgarisation à la crypto-monnaie, au Web3 au sens général. Il y a deux questions. Pourquoi la BD apporte et pourquoi en fait il y avait si peu de BD? Déjà, écrire une BD, c'est pas simple parce qu'il faut soit être un très bon narrateur, soit un très bon dessinateur, soit les deux. Donc c'est logistiquement un peu plus compliqué à mettre en place une BD que d'écrire un livre. Un livre, tu peux l'écrire tout seul, tu l'envoies à la maison d'édition et c'est emballé. En BD, moi j'ai quand même le Little Holder de Madame Sèche que j'aime beaucoup.
Donc cette jeune femme en fait qui fait cette petite BD qui sont un peu à la Garfield avec 3 cases, 4, 5 cases avec des petits bonhommes en fait qui se promènent avec leur Bitcoin, qui fait pour moi partie d'un des éléments référençants pour ma BD puisqu'on est sur de la cryptoculture. Et en fait, des livres qui expliquent pourquoi Bitcoin et les cryptos sont intéressantes, des livres qui expliquent éventuellement comment ces technologies-là fonctionnent, qui montrent des cas d'usage, il en existe et d'excellents. Hein. Je pense à Jacques Favier avec les batailles, hein, donc la série d'ouvrages qu'ils ont réalisé sur Bitcoin qui est admirable. Je pense aussi à Alexandre Tachenko et Claire Balva hein, qui ont sorti un merveilleux ouvrage pour celles et ceux qui sont un peu curieux et qui veulent découvrir effectivement comment fonctionne et quels sont les enjeux et qui est Bitcoin facile, donc qui est quand même très accessible. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui abordent des ouvrages aussi qui sont un peu plus à l'issue des entreprises, à l'issue des professionnels. D'ailleurs, le Talk à l'IRA, tu sais, c'est le petit podcast que moi j'anime tous les lundis. Les premiers invités étaient des gens qui avaient rédigé des livres. Donc j'ai une passion toute particulière pour le livre. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut quand même en fait avoir coché certaines étapes pour oser affronter un livre. Je sais que par exemple quand je ferai des livres de vulgarisation comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, en fait il faut quand même des points de vie et des points de mana pour ouvrir le livre et se forcer à le lire parce que c'est quand même du texte, c'est quand même un sujet qui est un peu pointu et même s'il est abordé avec beaucoup de pédagogie et beaucoup de simplicité, il y a un effort à faire. Or en fait la BD est plus accessible. La BD, en fait, il y a moins besoin d'efforts pour lire une BD que pour lire un livre. Il y a des images, donc une partie, on va dire, de nos efforts intellectuels sont réduits par l'opposition d'images. Il y a moins de texte à l'écrire. Donc c'est plus fastidieux, mais ça prend moins de texte à écrire. Moi, dans la première monture de texte, j'en ai flingué la moitié. J'écris 2-3 fois plus qu'il en fallait pour la BD au final. Donc c'est plus rapide. Voilà, en 45 minutes, 1 heure, t'as eu l'occasion de l'avoir sous la main, en version numérique malheureusement, mais t'inquiète pas, t'auras bientôt la version papier. En fait, tu fais le tour assez rapidement. Donc c'est un marchepied que je trouve plus facile. Et surtout, en fait, au-delà du support, qui est pour moi important, il y a un sujet qui est important, c'est que tous les livres que j'ai cités jusqu'à maintenant expliquent Bitcoin mais ne racontent pas une histoire. Ça fait 20 ans que j'enseigne. Et quand je devais enseigner des choses, on va dire un peu délicates, comme par exemple la signature asymétrique, RSA, l'empaquetage des paquets sur TCP/IP, donc des choses un peu techniques. Moi, j'avais pas 10 000 solutions. J'inventais une histoire, j'inventais des personnages, et en fait, je créais une histoire dans lequel, en fait, ces différents éléments techniques étaient abordés et permettaient en fait à tous les apprenants, je parle donc de ceux que j'avais à l'université, ceux que j'avais à Ethics, ceux que j'ai parfois en Alira, parce que je continue à enseigner là-bas, en fait, ça facilite la chose. Et c'était, je me suis appuyé sur ma zone de confort, hein, Romain, j'étais un peu lâche. Je me suis dit, on a besoin d'une histoire pour que les gens comprennent de quoi on parle. Et au-delà de cela, c'est aussi un cadeau que je fais à toutes celles et ceux qui sont dans l'écosystème, c'est que je trouve dommage que les séries télévisées, les films, les romans ne parlent pas de notre monde, alors que ce monde-là englobe des millions de personnes. Il y a des pays où la moitié de la population pratique en fait la crypto. Donc on est en train de parler de quelque chose qui n'est plus une minorité, qui touche une partie importante de la population. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune série, aucun épisode dans une série Netflix quelconque qui aborde ce sujet de manière neutre, sans en dire du bien et du mal, de dire que ça existe dans la vie. Donc c'était ça pour moi le truc le plus important. Il y a des BD qui existent sur Bitcoin qui expliquent son mécanisme, qui sont pédagogiquement de très beaux objets, mais moi je ne voulais pas juste faire ça, moi je voulais raconter une histoire de quelqu'un qui aurait pu être ta sœur, ta cousine ou ta tante, qui découvre en fait l'écosystème, qui va vivre un bull run, qui va vivre un bear market, et on va parcourir toute sa vie avec les différentes montagnes russes émotionnelles et de volatilité qui naturellement illustrent ce genre de période. Et donc même si en fait tu n'as pas envie de comprendre comment Bitcoin fonctionne, même si tu n'as pas envie de comprendre comment la blockchain fonctionne, ça restera une belle lecture. Et mon objectif, et en tout cas c'est vraiment à cela, c'est vraiment pour cela que j'ai donné autant de sueur et de travail dans cette réalisation, c'est que à la fin de cette lecture, on ne soit pas des aliens irresponsables, on ne soit pas à tes yeux des gens qui détruisent la planète parce que voilà. Non, on est des gens ordinaires, on a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas encore essayé. On est juste des gens dans une piscine et tu ne pourras jamais comprendre à quel point c'est sympa d'être dans une piscine si tu n'as jamais mis les pieds dedans. Et en fait, c'est ça l'objectif. Par procuration, comprendre ce que c'est que dans la piscine, et puis après, t'y vas ou t'y vas pas.
Tu détestes Bitcoin ou tu l'adores, ça m'importe peu, mais au moins tu sais de quoi on parle. On est bien d'accord. Et du coup, alors bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu la chance de le lire, on va dire en avant-première. Alors pas encore sur papier, mais ça sera l'occasion d'une deuxième lecture. En tout cas, voilà, je trouve que c'est très fidèle à ce qu'on vit dans l'écosystème. Je me suis retrouvé finalement aussi dans cette histoire. Et je trouve que là où justement la bande dessinée apporte quelque chose de plus, c'est dans la capacité justement à transmettre les émotions grâce au dessin. Et on est dans un milieu qui est très émotionnel, le Web3, avec ses ups, ses downs, voilà, tous les scoops, les choses qui peuvent tomber tout au long de la journée. Et donc on voit aussi à travers, bah, voilà, le personnage principal, le sentiment de tout maîtriser, puis finalement la peur de tout perdre. Je veux pas trop en dire non plus pour spoil, mais voilà, on voit les idéaux qu'on défend, parfois avec virulence, les conceptions sociétales aussi qui s'affrontent, voilà, entre ce qu'on pourrait qualifier l'ancien monde, le nouveau monde. Donc, je trouve en tout cas que c'est une très belle réussite vis-à-vis de, on va dire, cette représentation de la réalité du Web3 et ce côté émotionnel qui, je trouve, est très bien représenté, en tout cas dans la bande Oui, dessinée. c'est vraiment l'objectif. On en a parlé tout à l'heure. Comment en fait on découvre l'horreur de la guerre ou ou la beauté de certaines choses? Bah, on en fait des films. Tu vois un film de guerre, tu vois l'horreur de la guerre. Tu vois un film d'amour, tu vois la beauté de l'amour. On n'apprend pas la beauté de l'amour en faisant des cours d'éducation sexuelle et en ayant un journaliste qui va vous parler de phéromones. On ne comprend pas ce que c'est que la guerre en écoutant BHL et en voyant un manuel comment fonctionne un fusil. On fait un film qui raconte une histoire. Et après, éventuellement, si on veut aller plus loin et de comprendre comment ces choses-là, très fortes en émotion, et fonctionnent, bah après, il y a d'autres ouvrages qui expliquent très très bien comment tout ça fonctionne. Et donc pour moi, ça c'est vraiment l'important, c'est de rappeler que c'est une histoire pour humains. Que c'est une histoire humaine, que c'est une aventure humaine. Et au-delà de cela, tu sais, on a plus de 1000 apprenants qui ont passé par l'IRA. Certains ont été certifiés, d'autres non. Mais en tout cas, ils ont tous parfois posé cette question qui était de dire, voilà, mon cousin, mon beau-frère, mes parents, ma compagne ou éventuellement mes enfants quand ils sont un peu grands, bah en fait, ils aimeraient bien la petite brochure qui explique ce que c'est que Bitcoin, la blockchain, le Web3, les NFT et tout ça. Et c'est pas évident. La réponse n'est pas simple. Il n'y a pas une brochure qui t'explique vaguement ces choses-là de manière assez efficace. Tu peux écouter des podcasts, hein, tu as des chaînes YouTube qui sont très vulgarisantes, ça c'est vrai, mais t'as pas un marchepied niveau 1. Et c'était ça le but, c'est qu'en fait dans les sapins de Noël, on retrouve cet ouvrage-là, et si à un moment donné, un membre de ta famille, un humain, quelqu'un, tu as envie de lui dire, bah voilà, tu sais, je t'en parle souvent, ça fait partie un peu de ma vie, beaucoup moyennement, hein, parce que pas tout le monde est obligé de vivre dans cet écosystème, hein, ça peut juste être un passe-temps. Ça, c'est l'histoire de quelqu'un. Mon histoire à moi est à peu près similaire, plus ou moins. Hein, donc voilà. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est pour revenir sur cet aspect cryptoculture, celles et ceux qui sont à l'écosystème ont fait des retours très similaires aux tiens, bah c'est qu'en fait, merde, c'est une BD qui parle de nous. Donc tu vois, t'es super content. C'est comme par exemple si tu es un passionné de planche à voile, et bah t'as un film de planche à voile. Bah t'es content, parce qu'on parle de ta passion, et on ne juge pas celles et ceux qui font de la planche à voile. Ils font de la planche à voile, et ce sont des gens heureux, avec des colères, des joies, des peurs et des certitudes. Et ce ne sont pas des gens qui ont même des orientations politiques particulières ou un code génétique différent ou une éducation qui font que oui ou non ils peuvent contracter cette maladie plus ou moins qu'un autre. C'est un effet de société. On ne juge pas un effet de société et on essaie de le comprendre et on l'adopte si on pense qu'il représente nos valeurs. C'est aussi simple que ça. Je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire. Et du coup, alors j'ai, je pense, une dernière question pour, voilà, pour terminer cet épisode. Si tu faisais le bilan dans quelques mois, alors peut-être en fin d'année ou je sais pas, milieu de l'année prochaine, au-delà bien entendu du nombre de ventes, j'imagine qu'il y a un objectif avec ta maison d'édition, ce serait quoi le truc ou les deux trucs qui te feraient dire j'ai réussi mon pari? Trois petites choses. Si Bukele il me fait un selfie avec la BD, bah déjà c'est bien. Là, c'est une blagounette que j'ai avec certains de mes amis. Nina Sèche qui fait les BD, elle a offert une de ses peluches, qui est un de ses produits dérivés, le petit holder, à Bukele il y a pas longtemps. Et je me suis dit, bon sang, si je peux lui donner en main propre, parce qu'il y a quand même un chapitre entier qui traite du Salvador, où je suis pas forcément tendre avec Bukele, hein, il y a quand même un aspect très critique par rapport au Chivo Wallet et tout ça. Bah si en fait il y a ça et que des grandes personnes de ce monde reconnaissent effectivement que c'est un aspect de la culture qui est intéressant, bah voilà, ça me fera quand même sourire. Bon, ça c'est un peu un fantasme. Il y a deux autres choses plus sérieuses, très très au-delà du côté de ça, c'est que bah ça se retrouve dans les sapins de Noël, pas pour une raison financière, mais parce que je pense que c'est une culture extrêmement intéressante qui mérite à être survolée
et je reprécise que le but de la bande dessinée, enfin de ma bande dessinée et celle de Nicolas Ballas avec moi, c'est qu'on survole ce monde-là et qu'on s'en fasse une idée, voilà, et que ça ouvre des portes et qu'en fait, tout simplement, donner aux gens la clé de pouvoir penser par eux-mêmes. Il y a quelque chose que je déteste dans cet écosystème et surtout dans nos sociétés modernes, c'est qu'il y a des gens qui sont payés pour te donner un prêt-à-penser, il y a des gens qui sont payés et dont c'est le métier de penser à ta place. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est du servage intellectuel. Je ne supporte pas l'idée que quelqu'un n'ait pas les éléments pour penser à sa place et qu'il suive par fainéantise et par manque de temps, hein, la plupart du temps, la pensée d'un autre, la pensée du parti, la pensée de tel journaliste ou je sais pas quoi. Je ne supporte pas ça. Je veux que les gens puissent penser par eux-mêmes. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent du moment que c'est leur pensée. Pour moi, ça c'est vraiment le. Et si cette BD permet cela, bah, je serais très heureux. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point. Le 13e point, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que si ça se passe bien, si ça se diffuse, bah, tu sais, moi, j'ai l'histoire humaine me donne des épisodes merveilleux. Hein. C'est que bah, si tout se passe comme on pouvait l'imaginer, bah, le halving aura lieu. Peut-être un autre bull run aura lieu. Peut-être qu'il y aura encore une nouvelle belle histoire à raconter. Peut-être que Nicolas Ballas me supportera encore et se dira bon, allez, on fait le volume 2, ça ira. Et oui, ce qui serait merveilleux, c'est que cette première BD me donne envie d'en faire une deuxième, qui à mon avis se fera beaucoup plus facilement parce que j'ai compris l'exercice, hein, j'ai appris et ça personne pourra jamais me l'enlever. Et qu'en fait qu'on se dise que voilà, à chaque bull run, on attend l'histoire de ce bull run, comment elle a été vue par mes yeux et par celles et ceux qui m'accompagnent. Et voilà, on a un petit souvenir de ce qui s'est passé par l'intermédiaire de ça. Donc en fait, c'est de créer une tradition, tu vois, de se dire que voilà, à quand le Alice de ce bull run. Bah écoute, en tout cas, voilà, je souhaite beaucoup de succès à Alice au pays des cryptos. Je n'ai pas de doute qu'elle en aura beaucoup. Merci à toi, Daniel, voilà, de t'être prêté au premier épisode de Behind the Chain Update. Je suis ravi qu'on ait pu le faire ensemble. Et puis, bah voilà, je te souhaite beaucoup de succès. Je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux auditeurs. Ah, bah, merci beaucoup Romain. Je suis pionnier dans l'âme, donc très heureux de t'aider à lancer ce nouveau format que je trouve très intéressant hein, parce que c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir regarder un tout petit peu en arrière et de contempler le chemin parcouru et ça nous donne confiance pour la suite de la route. En tout cas, bah, longue vie aussi au travail que tu fais. Il est important et admirable. Et voilà, si j'ai une conclusion, bah, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Penser par soi-même est un droit. Ne laissez jamais personne vous le prendre. Très belle conclusion. Je te dis à très vite, Daniel. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.